Bonjour tout le monde. Alors bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire l'IA au service de la maintenance, qui est le deuxième webinaire du cycle l'IA au service de la maintenance qui vous est proposé par le groupe de travail IA et maintenance du Hub France IA. Le webinaire d'aujourd'hui s'intitule L'impact de l'AI Act sur les applications d'IA pour la maintenance. Et on est ensemble tout simplement pour 1 heure jusqu'à 18 heures. Alors, le programme et les intervenants aujourd'hui. Les intervenants, c'est simple, ce sont ceux qui ont les caméras ouvertes, comme ça vous allez facilement les reconnaître. Donc on va commencer par une première séquence sur l'introduction à l'AI Act et la maintenance qui sera faite par Olivia Rim, avocat et cofondatrice Anaya, ici présente. Ensuite, on enchaînera sur la table ronde qui durera 35-40 minutes avec 3 intervenants. La table ronde qui est le cœur du webinaire, qui est donc forcément sur l'impact de l'AI Act sur les applications d'IA pour la maintenance, avec Émilie Sirvent, référente IA responsable chez Orange Innovation. On aura également Nicolas Cubeau, fondateur et CEO de iSnap. Et enfin, Philippe Delarpe, chef de projet R&D et télédiagnostic, R&D télédiagnostic et IA, SNCF Voyageurs. Et moi, Pierre Monger, directeur de programme du Hub Francia, je ferai la modération. Donc, je ne fais pas partie des experts qui pourront vous répondre. Et une fois que la table ronde sera terminée, on enchaînera sur une petite session de questions-réponses pour essayer de terminer à 18 heures tout pile. Et la session de questions-réponses, pour la mener, vous avez un onglet Q&R qui se met sur votre bandeau Teams tout en haut. Cet onglet Q&R, n'hésitez pas tout au long du webinaire à poser des questions. Une question est égale à une bulle. Et comme ça, on va récolter toutes les questions et on va les adresser aux speakers, aux intervenants pertinents durant la session de questions-réponses. Donc, c'est comme ça qu'on pourra jouer là-dessus. Sans plus attendre, je vous propose de démarrer. Et donc, Olivia, je te laisse la main pour faire l'introduction sur les actes et la maintenance. Merci Pierre. Est-ce que tout le monde m'entend bien? C'est bon? C'est parfait. Parfait. Donc, bonjour à tous. J'ai le plaisir en effet d'introduire ce webinaire consacré à l'IACT et la maintenance, mais avec un prisme spécifique, effectivement, parce que quand on parle de l'IACT, on est toujours sur un sujet un peu général de l'IACT et ses impacts, mais le prisme de la maintenance, il est particulièrement intéressant aujourd'hui. Donc, pour cette introduction, je vais prendre ma casquette d'avocate. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet sous un angle réglementaire, je vais vous proposer de nous poser 3 secondes sur ce qu'on entend ici par l'IA appliquée à la maintenance. Et en effet, quand on parle d'IA appliquée à la maintenance, on évoque un ensemble de technologies qui vont être capables d'anticiper, de diagnostiquer ou d'agir sur les dysfonctionnements ou des pannes dans une multitude de produits, que ce soit des équipements industriels, des infrastructures critiques, des dispositifs médicaux ou tout type de logiciels. Et on pense bien sûr à la maintenance prédictive qui est rendue possible par le traitement automatique des données qui vont être issues des capteurs, de journaux ou encore d'images, mais aussi tout un tas de systèmes plus autonomes qui, grâce à l'IA, vont pouvoir identifier des signaux, hiérarchiser des risques, recommander des actions correctrices avant que les problèmes ne surviennent. Donc ces applications d'IA, elles sont déjà à l'œuvre dans de nombreux secteurs et nos intervenants sont là aujourd'hui pour en témoigner ensuite dans la table ronde. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et il me semble que c'est vraiment tout l'intérêt de ce webinaire, c'est que ces systèmes d'IA, bien qu'ils soient souvent invisibles à l'utilisateur final, ils sont soumis à des exigences réglementaires particulièrement fortes dès lors qu'ils vont influencer le plus souvent les processus critiques de l'organisation. Alors, c'est cette articulation entre le potentiel technologique d'un côté et les exigences réglementaires applicables à ce type de produit d'autre part qu'on va explorer. Alors, la première chose intéressante à relever, c'est que l'AI Act ne traite à aucun moment explicitement de la maintenance. Vous aurez beau faire un contrôle F dans le texte, vous n'aurez aucun résultat qui va sortir. L'annexe 3 du texte, que vous connaissez sans doute, qui liste les domaines dans lesquels les systèmes d'IA relèvent du haut risque, l'annexe 3 ne vise pas non plus le domaine de la maintenance. L'enjeu, ça va donc être être en capacité de déterminer le niveau de risque de vos applications, de vos systèmes d'IA qui sont appliqués à la maintenance, afin de pouvoir identifier les obligations applicables. Alors, petit rappel, l'idée n'est pas du tout ici de vous faire une présentation du texte de l'AI Act dans sa globalité, mais en 3 mots, vous savez qu'on est sur une réglementation
produit qui vient prévoir une approche par les risques, avec plusieurs niveaux de risque, et des exigences et des obligations qui vont être spécifiques au regard de deux paramètres, que sont d'une part le type de système, ou de produit plutôt, le type de produit, et d'autre part votre qualité d'opérateur. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit, l'enjeu, c'est d'identifier votre niveau de risque. Et comme vous le savez, au sommet de la pyramide des risques, on a ce qu'on appelle les systèmes d'IA interdits, qui sont dits à risque inacceptable. Et donc, la première question à vous poser en tant qu'organisation, c'est de vérifier que le système d'IA appliqué à la maintenance n'entre pas dans une de ces catégories expressément visées par le texte et plus spécifiquement par son article 5, qui dresse les 8 cas, les 8 pratiques dites d'IA interdits. Petit reminder, ces dispositions, elles sont entrées en vigueur depuis le 4 février dernier, donc techniquement, vous êtes censé, depuis cette date, avoir banni de vos organisations ce type de système. Prenons un exemple pour que ce soit un peu plus parlant. Le texte interdit les systèmes d'IA qui infèrent les émotions d'une personne physique sur le lieu de travail, sauf lorsque l'utilisation de ce système d'IA est mise en place pour des raisons médicales ou de sécurité. Appliqué à la maintenance, on pourrait imaginer que certaines entreprises envisagent de déployer des caméras ou des logiciels d'analyse des émotions des techniciens dans des salles de contrôle ou dans des ateliers pour venir surveiller leur état émotionnel ou mental et agir ensuite, prendre une décision ensuite. Mais s'il n'y a pas une justification médicale, une sécurité liée à ce système d'IA, ce système d'IA qui pourrait aussi avoir pour finalité de intervenir à des fins d'optimisation de la productivité de ces techniciens de maintenance ou d'évaluation ou encore de gestion de la discipline au plan strictement juridique, droit du travail, on sait que dans tous ces derniers cas-là, le système d'IA est interdit. Par contre, si c'est pour des raisons médicales ou de sécurité, notamment d'atteinte à la vie, nous disent des guidelines de la Commission européenne, le système d'IA est dit acceptable. Enfin, acceptable, ce n'est pas un terme du texte, mais en tout cas, le système d'IA n'est pas interdit. Donc là, c'était les systèmes d'IA interdits. Au deuxième étage de cette pyramide, vous allez avoir les systèmes d'IA à haut risque, qui sont ceux qui sont principalement réglementés par le texte, comme vous le savez. Et pour l'idée, là, ce que je voudrais vous expliquer en 2-3 minutes, c'est que pour identifier le niveau de risque, savoir si votre système d'IA appliqué à la maintenance relève d'un système à haut risque, il y a une méthodologie à appliquer. Donc, comme vous savez, il y a deux moyens de savoir si vous vous relevez d'un système d'IA à haut risque. D'une part, soit vous relevez des systèmes d'IA à haut risque de l'annexe 1, soit vous relevez des systèmes d'IA à haut risque dits de l'annexe 3 avec d'autres conditions que je vais détailler maintenant. Donc, en ce qui concerne l'annexe 1, vous savez que cette annexe, elle liste une série de législations dites d'harmonisation de l'Union qui portent sur des produits en particulier. Et dès lors que le système d'IA est destiné à être utilisé comme composant de sécurité dans l'un de ces produits ou qu'il constitue lui-même un de ces produits, on considère que vous êtes susceptible d'être qualifié de système d'IA à haut risque si le produit fait l'objet d'une certification par un tiers, ce qui exclut tous les produits qui font l'objet d'une auto-certification. Donc ça, c'est la première catégorie de produits qui peuvent rentrer dans cette catégorie de haut risque. La deuxième, c'est ceux qui relèvent de l'annexe 3. Et comme vous le savez, cette annexe 3, elle vient lister 8 domaines, des domaines qui relèvent du haut risque, mais pas uniquement des domaines, elle vient également lister des cas d'usage. Donc la première chose à regarder, c'est est-ce que mon produit ou mon système relève d'un des domaines et des cas d'usage listés dans cette annexe 3. Si la réponse est non, on s'arrête là. A priori, vous n'êtes pas un système d'IA à haut risque et il y a d'autres obligations qui pourraient éventuellement s'appliquer. Si la réponse est oui, on va se poser une deuxième question et c'est est-ce que le système d'IA présente un risque pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux des personnes, sachant que le texte vient poser une présomption de 4 cas dans lesquels on considère qu'il n'y a pas d'atteinte à la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux des personnes. C'est les systèmes d'IA qui vont être là simplement pour accomplir une tâche procédurale, qui vont éventuellement servir uniquement à améliorer le résultat d'une activité humaine, ou encore qui vont être là pour exécuter une tâche simplement préparatoire. Les versions antérieures du texte parlaient de finalité accessoire du système par rapport à l'objectif principal. Donc, concrètement, si vous relevez dans des domaines de l'annexe 3, d'un des cas d'usage énumérés, et qu'il y a des risques pour la santé et la sécurité des personnes, vous êtes effectivement un système d'IA, enfin, votre produit est qualifié de système d'IA à haut risque.
Et dans ces cas-là, évidemment, il y a tout un tas d'obligations qui vont s'appliquer. Je vous propose de prendre un exemple, une seconde, sur de système d'IA au risque. Donc, on va prendre un système d'IA de maintenance prédictive, par exemple, dans les réseaux d'électricité. Donc, vous avez une IA qui va surveiller en temps réel l'état des lignes haute tension ou des transformateurs et qui va détecter s'il y a des échauffements et donc, par conséquent, un risque de rupture ou un risque d'incendie. Donc, quand on prend la méthodologie que je vous ai décrite juste avant, première condition, est-ce qu'on relève de l'annexe 3? En effet, le 2 de l'annexe 3 vise les infrastructures critiques et parmi ces infrastructures critiques, ça vise les composants de sécurité, notamment pour la fourniture d'électricité. Donc, on est exactement dans ce cadre-là. Et après, on se demande si, effectivement, il peut y avoir un risque pour la santé, la sécurité et les droits fondamentaux. Alors, évidemment, comme je vous l'ai dit, ce système d'IA est là pour venir détecter un échauffement, donc un risque d'incendie. Donc, effectivement, il y a bien un risque qui existe. Donc, peut-être pour conclure et terminer sur cet exemple, une fois que vous avez identifié le niveau de risque de votre système, vous allez devoir déployer tout un cadre de conformité qui est prévu par l'AI Act, avec tout un tas d'obligations et d'exigences, des exigences qui sont liées au système, au produit, et des obligations qui sont liées à votre qualité d'opérateur. Et ça va être l'objectif de l'intervention des quatre intervenants dans cette table ronde, c'est de nous donner des exemples concrets de ces cas d'usage, de comment ils arrivent à gérer leur conformité. Mais ce qu'il faut retenir peut-être dans le cas de cette introduction, c'est trois choses. La première, c'est qu'il n'y a pas d'encadrement explicite, effectivement, de la maintenance dans les AI Act, mais pour autant, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas d'obligation. Ça signifie qu'il faut être en capacité d'identifier vous-même le niveau de risque du système. Et effectivement, en fonction de ce niveau de risque, le cas d'usage de maintenance peut être assujetti à des obligations qui vont être extrêmement différentes. L'enjeu aujourd'hui pour tous les secteurs et pour tous les acteurs, surtout tous les opérateurs, ça va être d'anticiper donc cette classification, de déterminer le niveau de risque, de documenter les usages et la conformité et d'organiser la gouvernance autour de ces outils. Voilà, je propose de laisser maintenant peut-être la parole à nos intervenants pour venir alimenter le sujet et le débat. Merci beaucoup, Olivia, pour l'introduction. J'en profite, petit message aux participants. Si vous avez des questions, encore une fois, allez dans l'onglet Q&A, n'hésitez pas à rédiger, poser vos questions, on les relèvera pour les adresser aux différents experts durant la session de questions-réponses. Et donc, sans plus attendre, je passe à la table ronde, donc impact de l'AI Act sur les applications d'IA pour la maintenance. Je remets ici la petite slide avec les photos de chacun, comme ça vous allez bien identifier quand Nicolas, Émilie, Philippe parlent de quelle organisation ils relèvent. Et donc, première question d'introduction pour lancer cette table ronde, question en direction d'Émilie. Émilie, est-ce que tu peux donner des cas d'usage dans la maintenance du réseau et comment cela est géré dans les actes? Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, chez Orange, donc nous, on a des équipements qui sont par exemple les antennes mobiles de notre réseau et on a le réseau, l'infrastructure de réseau à maintenir aussi. Donc on a beaucoup de cas d'usage aussi. Donc je vais en donner quelques-uns. Donc par exemple, sur la maintenance de nos équipements, les antennes du réseau mobile, hein, on a des cas d'usage d'IA en fait pour prédire par exemple la température autour autour des antennes ou aussi pour prédire la batterie, en fait, parce qu'elles ont toujours une batterie, pour relayer en cas de coupure d'électricité. En fait, ces systèmes d'IA, ils viennent compléter, les actions, existantes, voilà, des interventions, donc pour les aider à améliorer voilà, la maintenance et l'optimiser aussi. Donc ça, c'est un premier exemple. Après, on a beaucoup d'applications pour gérer les interventions. Je peux donner 2 exemples. On a une application interne pour gérer nos tickets d'incident, où là, on va utiliser l'IA pour aider à aller encore plus vite sur la résolution des incidents. Par exemple, pour résumer nos tickets d'incident, pour faire du pré-diagnostic. Ça, c'est ce qui est déployé aujourd'hui. Après, on ira bien sûr plus loin dans le futur pour carrément imaginer des premières actions de résolution qui soient complètement automatiques. Voilà, enfin, on avance vers l'automatisation. Et la dernière exemple, c'est justement une application basée sur l'image. En fait, nos techniciens d'intervention maintenant prennent à chaque fin d'intervention une photo, enfin une photo avant intervention, une photo après,
Et ça nous permet, il y a un petit diagnostic de savoir s'ils ont bien finalisé l'intervention. Et ça rentre aussi dans les rapports d'intervention. Donc ça, c'est une application qui a été mise en place pour améliorer la qualité des interventions. Et qui peut, voilà, il faut faire attention que ça ne dérive pas dans le contrôle, comme ce que disait Olivier tout à l'heure. Donc ça, c'est quelques exemples. Et par rapport à la question de comment on gère l'AIA Act dans ces cas d'usage, alors, je dirais qu'il y a un premier niveau de réponse qui est ce qu'il y a à faire globalement dans toute l'entreprise pour mettre en place l'AIA. Donc, c'est mettre en place, on a mis en place une gouvernance avec des rôles de référents IA éthique en fait dans chaque entité. Et le premier sujet, c'est de faire l'inventaire des cas d'usage. On en a beaucoup et l'idée, c'est voilà, d'essayer d'avoir cet inventaire aussi exhaustif que possible, en tout cas pour les systèmes qui sont en production. Et puis d'initier le process d'évaluation de risque, justement pour être capable de classifier nos cas d'usage, et puis mettre en place les actions. Il y a aussi toutes les actions en cours sur la data gouvernance, la qualité des données, la gestion de risque. On a déjà une gestion de risque sécurité qui est bien déployée et il faut compléter pour les risques qu'il y a. Voilà. Voilà, juste pour dire, c'est en cours, parce qu'on est aussi en train d'essayer de mieux comprendre voilà, l'AIA Act pour nos cas d'usage. On suit tout ce qui se prépare aussi des commissions européennes, des nouvelles guidelines, les standards. Donc voilà, c'est un chemin. On est déjà bien engagé, mais il y a encore beaucoup de choses à construire. Merci Émilie pour cet éclairage, en tout cas côté réseau et côté Act. Maintenant, je vais adresser une question du côté de Philippe. Philippe, comment le secteur ferroviaire est concerné par les Act et deuxième question, notamment sur la conformité. Merci Pierre. Alors, la version courte, c'est un peu comme tout le monde, mais pas tout de suite. Pourquoi? Parce que dans l'AI Act, il y a l'annexe 1, et dans l'annexe 1, il y a deux parties, et nous, on fait partie de la deuxième partie, c'est-à-dire qu'on a une législation d'harmonisation de l'Union, mais de l'ancien cadre législatif, sauf erreur de ma part, qui fait que pour l'instant, c'est notre réglementation sectorielle qui prend le pas, et donc les cas d'usage à haut risque qui sont caractérisés, mais on n'en a pas les exigences via l'AI Act. Ces exigences de l'AI Act seront implémentées ultérieurement dans notre réglementation sectorielle. Voilà. Donc ça va venir, c'est écrit dans l'AI Act, mais on a quelques délais. Voilà. Alors ça, c'est évidemment pour le ferroviaire qui fait l'objet de la réglementation européenne, c'est-à-dire le système ferroviaire interopérable. Donc, pour SNCF, c'est quand même la majorité de nos trains. Mais il y a tout ce qui est hors réseau interconnecté, un tramway urbain, un métro, qui, eux, ne font pas partie du système ferroviaire interopérable et qui, eux, sont comme une industrie, entre guillemets, normale et qui vont être soumis à l'AI Act. En tout cas, de toute façon, on va vers ces dispositions. Et côté SNCF, on s'y prépare avec, un petit peu comme chez Orange, un code de conduite, une organisation, une gestion des risques. Et donc, on se conformera à la loi et à l'AI Act, mais aussi à notre cadre réglementaire ferroviaire. Et de toute façon, je dirais, à des exigences, je dirais, pas de bon père de famille, puisque le terme a été banni de la législation, mais d'exactitude, de robustesse technique et de sécurité, puisque la sécurité, c'est notre valeur numéro 1. Voilà, donc la conformité, pour l'instant, ça va être une conformité métier, pas une conformité AI Act. Et donc, ça va être plutôt l'application de la méthode de sécurité commune qui prévaut dans le ferroviaire. Donc, l'application de la règle de l'art. Ah, je crois qu'on a... Vous avez perdu la vidéo? On a perdu le son de 3 secondes, mais c'est bon. T'es de retour, Philippe. C'est bon? Ok. Oui, donc comme je disais, l'application de règles de l'art, même si on disait celle de l'AI Act, aujourd'hui, elle fait encore l'objet d'une demande de normes et qui ne va pas être tout de suite satisfaite. Donc voilà, les règles de l'art, elles ne sont pas encore complètement définies. Les règles de l'art pour l'application de l'AI Act. L'estimation explicite des risques, là, il faut les quantifier. Donc, les risques quantifiés de l'IA, c'est encore quelque chose qui n'est pas encore non plus complètement maîtrisé. Et sinon, la comparaison avec des systèmes similaires et des situations de référence.
qui est une autre façon de faire, donc ce qui va être plutôt celle qu'on va privilégier, puisqu'aujourd'hui, on a la façon de travailler qu'on a aujourd'hui avec des humains, avec des machines et des programmes déterministes non IA, et puis la façon dont on procède avec des IA. Donc, on va appliquer plutôt cette méthode-là, et pour la conformité, on va être dans la conformité, je dirais, du cadre législatif métier, je dirais de façon assez classique. Donc de toute façon, pour déterminer qu'une IA qui va vouloir gérer un système de freinage, voilà, pour optimiser la consommation d'énergie, etc., permet quand même de freiner en sécurité, le juge de paix, ça ne sera pas un algorithme ou une métrique IA, ça restera une métrique terrain, c'est-à-dire qu'on s'arrête bien dans la distance qui a été prescrite. Merci beaucoup Philippe pour l'éclairage sur la partie ferroviaire. Maintenant, une question à Nicolas. Donc, en tant que fournisseur de solutions IA, ce qui est le cas pour iSnap, vois-tu d'autres secteurs vis-à-vis de ta fenêtre particulièrement concernés par les actes forcément et leur réinterrogation vis-à-vis de l'AI Act? Oui, merci Pierre. Oui, tout à fait. Donc, un des secteurs, en fait, nous, sur lequel on intervient et qui me paraît intéressant de mentionner, on va dire, dans le cadre de ce webinaire, c'est le domaine du nucléaire. Voilà, donc juste pour vous donner un tout petit peu de contexte, en fait, en France, on sait qu'on a redémarré, on va dire, le programme nucléaire avec voilà, la reconstruction d'une filière. Le parc nucléaire français est vieillissant. Voilà, je crois que l'âge moyen des réacteurs, c'est 39 ans. Et donc, il y a une volonté, on va dire, de prolonger en fait la durée de vie des réacteurs, ce qui implique forcément des activités de maintenance pour être sûr qu'on garde toujours, on va dire, la sécurité et puis la sûreté, qui sont vraiment les deux piliers du domaine du nucléaire. Donc concrètement, nous en fait, je vais vous donner un exemple, un cas d'usage en fait sur lequel on travaille. Donc typiquement pour préparer une activité de maintenance, c'est-à-dire un robinettier, un tuyauteur par exemple qui va intervenir sur un site nucléaire, sur un réacteur, les équipes de logistique doivent mettre en place en fait une infrastructure, donc sous forme de sas de confinement, pour être sûr que les opérateurs vont travailler en toute sécurité. Donc peut-être Pierre, si tu peux montrer juste à quoi ça ressemble pour les personnes qui ne connaissent pas trop ce domaine-là. Donc typiquement, ça va être un environnement clos. Qui avec un certain nombre d'équipements en fait autour de ce sas en fait avec des unités de filtration d'air, des mises en dépression du sas, etc. pour éviter que les particules en fait se disséminent. Et du coup, nous ce qu'on va apporter en fait c'est une solution qui va permettre en fait aux contrôleurs de faire leur contrôle de manière beaucoup plus rapide et de pouvoir faire du reporting, aussi du partage d'informations de manière beaucoup plus efficace. Alors, la manière dont ça se passe, c'est que voilà, aujourd'hui, les contrôleurs, en fait, ils sont équipés d'une tablette, ils vont faire, il y a à peu près une vingtaine de points de contrôle qui vont renseigner dans un fichier Excel. Et nous, en fait, ce qu'on propose avec nos technologies propriétaires d'IA visuelle, c'est de filmer en fait le chantier et de détecter en fait la présence de ces équipements, savoir s'ils sont en marche, par exemple. Donc automatiser en fait ces 20 points de contrôle par rapport à l'analyse du film en fait du chantier. Voilà, par rapport à l'analyse vidéo. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, il y a beaucoup de bénéfices métiers. On a des gains de productivité. On a aussi la possibilité de partager en fait la vidéo avec les gens du métier. Voilà, donc ils savent exactement à quoi s'attendre quand ils vont arriver sur site. Et donc voilà, donc ça c'est le contexte en fait nous dans lequel on travaille et la solution qu'on apporte donc au domaine du nucléaire. Et en fait, ce qui est intéressant, je pense, dans notre discussion d'aujourd'hui, c'est que voilà, pour raccrocher en fait à ce que disait Olivia, voilà, c'est qu'on suit une méthodologie en fait déjà pour essayer d'identifier en fait le niveau de risque de notre cas d'usage et ça nous paraît déjà pas simple parce que effectivement, on va dire si on suit le texte, par rapport à l'annexe 3 que mentionnait Olivia,
On est évidemment dans une infrastructure critique, voilà, une centrale nucléaire. Par contre, on va dire le risque élevé, en fait, il s'applique à ce qu'on appelle des safety components, voilà, des composants de sécurité. Nous, notre application, en fait, c'est différent. Je veux dire, on va pas contrôler, par exemple, automatiquement la ventilation du SAS, ce genre de choses. Nous, c'est vraiment, on va dire, une aide, en fait, aux opérateurs, aux contrôleurs sur site qui font les contrôles. Donc, c'est finalement, on va dire, eux qui vont avoir de toute façon la main sur l'application, qui vont valider l'analyse qui a été faite par l'IA. Donc là, on est vraiment dans le cadre en fait d'une tâche de préparatoire. En fait, notre IA ne va pas prendre la décision finale et c'est à nouveau l'humain, on va dire, qui reste complètement maître comment dire, de la techno, enfin du cas d'usage. Donc en fait, on va dire, si on suit notre compréhension du texte et cette méthodologie, on est logiquement exempt, on va dire, de la classification, exempté, pardon, de la classification au risque. Et en fait, par contre, ce qui nous paraît quand même assez intéressant, là où on reste prudent, c'est que effectivement, on est dans une infrastructure critique. On va dire, détecter, analyser des équipements qui ont un impact sur la santé, sur la sécurité. Voilà, typiquement les unités de filtration d'air, les déprimogènes, etc. Donc, évidemment. Aujourd'hui, comme le disait Philippe, on va dire la règle de l'art n'est pas finalisée. Donc nous, en fait, on est plutôt assez précautionneux. En fait, chez iSnap, on dit voilà, même si on a notre compréhension du texte nous dit que on tombe dans une exemption de use case à haut risque, en fait, on se prépare en considérant que voilà notre cas d'usage, en fait, il faut peut-être mieux le traiter comme un cas d'usage à haut risque parce que voilà, on voit que si effectivement notre IA en fait manque, on va dire typiquement un équipement de sécurité qui est là, mais voilà pour X ou Y raison on ne le détecte pas et que effectivement ça peut avoir un impact sur la santé du contrôleur en fait, enfin de l'intervenant pardon du métier qui va intervenir dans ce sas de sécurité, effectivement on pourrait considérer que on va avoir un impact, enfin la décision de notre IA qui n'a pas été validé par l'opérateur parce que peut-être qu'il prend pour argent comptant tout ce que va analyser l'IA, il n'a pas été suffisamment bien formé, etc. On peut avoir en fait un impact au final sur la santé des intervenants. Voilà. Donc, pareil, si on se dit que notre application évolue et que en plus des équipements en fait qu'on analyse et non pas des personnes, mais qu'on veut faire évoluer l'application en disant peut-être la prochaine étape, ça sera de vérifier que les métiers qui vont intervenir en fait dans le SaaS, on va vérifier qu'ils ont bien les bons équipements, les EPI, etc. Là, on va comment dire, utiliser des technologies plus, on va dire, qui vont tourner plus autour de la biométrie, de la reconnaissance d'individus, et auquel cas, là, on tombera aussi dans le haut risque. Donc, nous, notre approche, voilà, c'est plutôt d'être précautionneux, en fait, de dire, a priori, nous pensons qu'on est sur un cas d'usage, en fait, qui va être exempté du haut risque, même si on relève de l'annexe 3 et qu'on est dans une infrastructure critique. Mais restons précautionneux parce qu'à nouveau, les interprétations sont encore en train d'évoluer. Il n'y a pas de jurisprudence. Et voilà, on sait que potentiellement, notre application pourrait avoir un impact sur la santé des intervenants si jamais, typiquement, l'interface utilisateur n'est pas bien construite et que finalement l'utilisateur de notre système, on va dire, ne sera pas aussi maître de l'application que on le conçoit aujourd'hui. Merci Nicolas pour l'éclairage sur le secteur nucléaire. Je reviens vers Philippe. Philippe, comment mitiger, selon toi, les risques d'une application IA à haut risque? Alors, application IA à haut risque, Olivier a défini en quoi ça consistait durant l'introduction, mais voilà, est-ce que Philippe, tu peux nous indiquer comment mitiger les risques d'une application d'IA à haut risque?
Je ne vais pas prétendre le faire de façon générale, mais on va essayer de donner quelques exemples en maintenance, sachant que en maintenance, la difficulté pour nous, c'est pas tellement la maintenance de la housse de siège qui serait un petit peu abîmée et donc qui présenterait mal pour le client. Ça, évidemment, on se dit que c'est pas à très haut risque. Voire même la climatisation, encore qu'avec les canicules qu'on a en ce moment, on se dit que ça peut générer des risques pour la santé des personnes. Voilà, c'est plutôt le freinage, le risque électrique, les organes de roulement. Et là, on se dit, si on fait mal la maintenance, on risque de générer des risques pour la sécurité de l'exploitation ferroviaire. Et alors à ce moment-là, si on se dit, pourtant, on aimerait introduire de l'IA pour l'efficacité, voire pour la sécurité, comment on fait pour gérer ce qui paraît clairement à haut risque, même si l'aspect base légale, pour l'instant, il est encore évolutif, mais voilà, les risques pour la santé et la sécurité, ils sont là. Ça peut commencer très simplement, c'est déjà la programmation de la maintenance. La programmation de la maintenance, on a envie qu'elle soit optimisée. Avec la maintenance prédictive, en plus, on va descendre de plus en plus finement sur le composant sur lequel on veut faire une intervention proactive, celui sur lequel on peut différer la maintenance. De la maintenance opportuniste, etc. Donc tout ça, ça génère encore plus de complexité pour nos programmeurs. Donc, on va essayer de leur fournir une assistance. Mais si l'IA qui doit programmer les opérations de maintenance va manquer une échéance de maintenance impérative, là, évidemment, on n'est pas bon. Et donc, ça, on ne peut pas se le permettre. Donc, un premier moyen, c'est de se dire, OK, je laisse l'IA optimiser la programmation dans un certain champ, et puis je garde des garde-fous déterministes que je maîtrise déjà. Et à ce moment-là, le haut risque saute, puisque j'ai quelque chose de plus traditionnel, démontrable, qui va assurer l'aspect risque, et puis je vais la performance qui va être améliorée par l'IA. De la même manière, quand on est en détection de défauts, on peut se dire, soit je viens en plus du système de maintenance qui existe pour détecter des défauts, des petits défauts qui risquent de dégénérer, de me produire des pannes, et là, je viens en plus de mon système existant qui a déjà une maîtrise de la sécurité, donc je dirais, j'améliore le compromis disponibilité, fiabilité, et j'introduis pas de nouveaux risques. En revanche, si je dis, au lieu de faire ces inspections manuellement par des agents, je vais automatiser une partie des inspections, je vais faire, ou même simplement faire de l'assistance à la détection par les personnes en leur pointant ce qu'ils doivent regarder. Là, ça commence à être un petit peu plus difficile parce qu'il faut que je prouve que mon système global est au moins aussi performant que le précédent. Et deuxième chose, si j'assiste mon opérateur, ça ne va pas dériver dans le temps parce que au départ, j'ai un opérateur qui a son œil critique, qui a l'habitude de réaliser l'opération et qui de toute façon va quand même jeter le petit coup d'œil que l'IA ne jette pas, voilà, et va revoir avec un œil critique. Mais si l'IA est très fiable, il va se reposer de plus en plus sur l'IA. Et puis quand mon agent expérimenté qui aura aidé à entraîner l'IA va s'en aller et que j'aurai un nouvel embauché, il n'aura pas forcément le même niveau de critique. Donc là, il faut être très prudent et encadrer le processus global pour garantir qu'on va maintenir le contrôle humain, la supervision sur le résultat de l'IA. Donc là, c'est pas juste les règles d'art de l'IA, c'est le métier et le processus autour. Parce qu'à un moment donné, on peut utiliser ce qui n'était qu'accessoire de façon systématique. Et à ce moment-là, si je demande à mon chat GPT préféré, interne bien entendu, qui va me permettre d'interroger la documentation de maintenance et de trouver plus rapidement la documentation de maintenance, quel est mon couple de serrage, je sais qu'en général il est bon, mais je dois quand même aller vérifier dans le texte source. Si je m'habitue un peu trop, je risque les 5% de cas qui sont pas bons de ne pas vérifier et à ce moment-là, peut-être de faire une erreur préjudiciable à la sécurité. Donc voilà, je ne dis pas qu'on a la solution. Il y a des cas simples où on peut encadrer par des mesures techniques et il y a d'autres cas où il faut maintenir des mesures organisationnelles et puis des mesures, je dirais, d'éducation, de vigilance, un peu comme pour le phishing d'ailleurs. Hein. Voilà, c'est pas que la technique, c'est aussi les humains. Merci Philippe. De retour du côté de Nicolas, toujours avec ton prisme
fournisseur de solutions IA, mais en tant que fournisseur, mais aussi utilisateur de système d'IA de ton côté, quels sont les types d'obligations à prendre en considération selon toi? Alors, effectivement, merci Pierre. Peut-être juste pour effectivement revenir sur finalement ce que nous expliquait Olivia, c'est qu'effectivement, s'il n'y a pas de référence explicite à la maintenance dans les AI Act, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on est exempt d'obligations, d'accord? Et que c'est vrai que ça reste extrêmement important d'anticiper la mise en conformité. Donc, ceci étant dit, nous, en fait, chez iSnap, on est vraiment très attachés, on va dire, à développer des IA de confiance. Voilà, Philippe a parlé très, très bien avant. La technique, la technologie, c'est une chose, mais en fait, ce qui reste le plus important, c'est vraiment l'humain, en fait, qui va utiliser ces technologies. Donc, pour nous, ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et en fait, les AI Act, nous, on voit plus ça comme une opportunité, en fait, que comme une contrainte forte. Voilà, donc une opportunité finalement d'avoir un cadre qui va nous permettre de développer en fait ces IA de confiance. Voilà, et finalement, il va aussi peut-être nous aider à avoir un avantage concurrentiel aussi par rapport à des technologies, par exemple américaines, qui sont pas forcément, enfin, qui ont voilà, des approches qui vont être un petit peu différentes. Voilà, donc en fait, nous, en termes de, donc pour revenir en fait à l'exemple que je donnais auparavant, au cas d'usage dont je parlais, si on relève pas du haut risque, en fait, il y a quand même un certain nombre de choses qu'on doit faire. D'abord, la première chose, c'est de documenter, d'expliquer effectivement pourquoi nous justifions que nous ne sommes pas un cas d'usage à haut risque, voilà, et donc là, c'est important de justifier qu'il n'y a pas de risque significatif. Donc ça peut être fait de manière très pratique avec une petite analyse on va dire, voilà, dans notre domaine, par exemple, d'impact de faux positifs, faux négatifs. Voilà, si par exemple, notre technologie ne détecte pas la présence d'un équipement réglementaire de sécurité, voilà, valider que c'est l'humain qui va utiliser la technologie qui le fait et du coup, il n'y a pas de risque significatif. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Donc la documentation, c'est un devoir qu'on a qui est important. Après, une autre chose qui nous paraît importante, c'est justement de surveiller en fait le risque de reclassement. Voilà, comme j'expliquais, c'est vrai qu'on est sur un cas d'usage qui est peut-être qui est pas forcément évident en fait à évaluer en termes de risque. Donc voilà, et toujours continuer de suivre en fait l'évolution, on va dire, de la réglementation et puis être sûr qu'on reste toujours, si on est exempté en fait sur un cas d'usage qui n'est pas considéré comme à haut risque. Et puis après, la dernière chose, c'est que voilà, on parle de l'AI Act. Après, il y a aussi les autres législations, réglementations, on va dire, qui sont enfin, aussi dont on doit tenir compte. Donc, je pense par exemple au RGPD. Typiquement, nous, dans notre cas d'usage, en fait, où on va filmer des équipements de chantier, il peut y avoir évidemment des opérateurs sur site qui vont passer dans le champ de vision. Donc voilà, il faut qu'on soit certain aussi, par exemple de manière très pratique, de flouter les personnes, etc. Voilà. Donc on va dire ça, c'est des choses de toute façon. On sait que on doit, on va dire, répondre à ces obligations, voilà, dans le cadre de ce cas d'usage pour le nucléaire. Et comme je le disais avant, en fait, nous, on est plutôt parti dans une optique de se dire, euh, faisons comme si ce cas d'usage, en fait, pouvait être classé comme à haut risque, et ce qui est aussi structurant, en fait, pour notre entreprise. Et là, ça veut dire qu'il y a effectivement des niveaux d'exigence qui sont plus importants, mais qui vont aussi dans le sens du développement d'une IA de confiance. Donc, ça va être typiquement de mettre en place un système de QMS, en fait, de Quality Management System, pour notre système d'IA. Donc, voilà, Philippe, on parlait de gouvernance d'IA, de gestion de version des modèles d'IA, des changements, de faire aussi ce qu'on appelle du post-market monitoring, c'est-à-dire que voilà, une fois que le réseau en fait a été entraîné et mis en production, être sûr que on continue, on va dire, et puis qu'on continue de l'enrichir avec des nouvelles données, être sûr qu'il reste toujours conforme aux exigences qu'on avait quand on l'a mis la première fois en production. Mettre en place aussi un système de risque, de management du risque, en fait. Voilà, donc tout ça, c'est encadré
par l'AI Act. Le Risk Management System, par exemple, est bien décrit à l'article 9. Donc ça va être donc typiquement en fait d'être toujours, enfin d'avoir des comment dire des mesures en fait du niveau de risque qui soient toujours on va dire, enfin, qui soient réguliers par rapport à nos logiciels. Voilà. Après, pareil, il y a des enjeux en fait en termes de data, en fait, être sûr que les jeux de données qu'on utilise sont toujours qualifiés, qu'on va pouvoir tester en fait nos algorithmes, la robustesse dans des conditions un petit peu particulières, voilà, avec des angles de prise de vue différents, avec des conditions d'éclairage qui vont être différentes, etc. Donc vraiment être sûr qu'on va apporter finalement un système, une technologie qui sont robustes. Pareil en termes d'exigences de cybersécurité. Et puis après, il y a pas mal d'autres, qu'on va dire, obligations aussi à prendre en compte. Voilà, on parle par exemple du logging, ça c'est un sujet sur lequel on travaille, moi, dans mon groupe de travail, dans les standards là, de l'AI Act, donc être capable en fait de loguer finalement toutes les actions que va faire notre système d'IA. Donc il y a aussi une notion de transparence et puis comment dire d'amélioration continue de ces systèmes. Donc tout ça, en fait, toutes ces obligations, nous, on les voit à nouveau plus comme des opportunités, en fait, et d'avoir vraiment un cadre qui soit bien fixé pour être capable transparentes, qui sont voilà respectueuses, on va dire, des conditions de travail, des droits fondamentaux. Donc voilà, pour nous, c'est pour ça aussi qu'on est plutôt, on va dire, focalisé sur finalement la partie haut risque, on va dire, en disant que finalement, c'est aussi une opportunité pour nous pour structurer, on va dire, à la fois notre organisation et puis en même temps avoir des solutions technologiques, on va dire, qui soient les plus de confiance possibles. Voilà. Merci beaucoup Nicolas. On arrive à la fin de la table ronde et on va bientôt ouvrir la session de questions-réponses. Alors je vois qu'il y a 2 questions, dont une déjà répondue, Nicolas, pendant que tu parlais, plus une main levée. Je regarde tout ça. Mais on va finir avec une question de clôture, direction Émilie. Émilie, en quoi consiste le contrôle humain dans les systèmes d'IA à haut risque et comment l'humain garde ses capacités d'esprit critique? Et au passage, vu que tu es la dernière intervenante, j'en profite pour une deuxième question. Est-ce que des évolutions de l'AI Act sont-elles encore à prévoir? Ok. Merci pour la question. Alors du coup, le contrôle humain, hein, c'est une des obligations d'ailleurs pour les systèmes à haut risque. Donc en fait, celui qui contrôle le système doit pouvoir prouver qu'il a mis en place justement le contrôle humain, c'est-à-dire que les personnes qui utilisent ou qui opèrent, qui supervisent le système doivent pouvoir avoir une bonne compréhension du système, être capable justement de garder leur esprit critique et de réagir. Pour être sûr que le système, voilà, on ait déployé des systèmes en confiance et qu'il n'y a pas d'impact sur les personnes. Donc concrètement, hein, comment ça se met en place? C'est un gros sujet, hein, ça a déjà été évoqué tout à l'heure. Ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que le contrôle humain, ça ne veut pas dire que l'humain il est dans la boucle tout le temps. En fait, il y a différents types de contrôles qui peuvent être soit effectivement vraiment dans la boucle, où c'est l'humain qui décide de lancer l'IA ou pas, enfin, à chaque étape de décision. C'est vraiment l'humain toujours qui décide au final. Mais il peut y avoir, en fonction de l'autonomie des systèmes, différents niveaux de contrôle, donc ça peut être un peu plus lointain. Notamment, nous, on a des fois des cas où, par exemple, la résolution d'un incident, on a des crises, on ne peut pas se permettre d'attendre qu'il y ait un humain qui décide. Des fois, on a des actions à faire en temps réel. Donc, c'est pas toujours possible d'avoir l'humain dans la boucle. Donc, ce qu'il faut, c'est surtout adapter le contrôle humain au système, au risque du système. Donc, l'idée, évidemment, c'est qu'on va aller progressivement, hein, avant de faire de l'autonomie totale, on va aller progressivement et mettre du contrôle très renforcé au début. Et puis, dès qu'on voit que le système fonctionne, on peut passer des étapes pour aller de plus en plus vers l'autonomie. Et puis, alors, par rapport aux humains, hein, c'est toujours le sujet, comment on peut faire finalement pour leur permettre d'avoir ce contrôle? Ça a déjà été un tout petit peu dit, il y a tout ce qui est formation, éducation. D'ailleurs, il y a déjà une obligation légale, hein, depuis février 2025. En fait, les entreprises qui développent ou utilisent de l'IA, elles doivent former leurs employés
justement à être en capacité de comprendre la technologie, avoir du recul et pouvoir garder du contrôle. Donc, il y a une phase déjà dégénéralisée aujourd'hui et on va renforcer, notamment pour les cas d'usage à haut risque, autour des équipes vraiment proches du système. Il y a tous les systèmes de monitoring, supervision qui sont mis en place, avec des métriques de suivi dans le temps. C'est ça qui est dur aussi, d'avoir le contrôle dans le temps. Et il y a aussi l'explicabilité qui peut être mise en place au besoin pour aider à comprendre mieux les résultats des systèmes d'IA, donc à disposition des équipes ou des utilisateurs finaux. Voilà. Et après, l'idée, c'est très important de renouveler, d'être sûr que, voilà, que les personnes sont toujours en capacité. Je voulais dire aussi, la boucle de feedback avec les utilisateurs est très importante aussi, parce que les utilisateurs, ils vont nous aider à voir ce qui peut avoir changé dans leur utilisation, justement pour renouveler ce contrôle. Donc voilà, c'est tout ça, toutes ces actions-là qui sont à mettre en place pour arriver à avoir un contrôle effectif. Je ne sais pas par rapport au temps. Donc voilà, l'idée, c'est d'être progressif et d'adapter le contrôle humain au risque de nos systèmes. Merci beaucoup, Émilie. Donc, on arrive à la fin de la table ronde. On va pouvoir ouvrir la session de questions-réponses. Il n'y a pas beaucoup de questions. On va prendre l'hypothèse que les éléments de réponse, on y est déjà à l'oral durant les interventions, étaient très intéressants et suffisants pour vous. Alors, et la main levée s'est baissée entre-temps. Je prends dans l'ordre. Il y avait une première question de la part de Jean Duménil. Le nucléaire est très réglementé. Comment avez-vous rassuré vos partenaires au recours à ces outils en IA? Donc ça, c'était pour toi, Nicolas. Mais quand la question était posée, tu étais en pleine intervention et en fait, tu as fourni apparemment la réponse durant ton intervention. Donc, sur cette question, normalement, on est bon. Et la deuxième question, n'hésitez pas à poser des questions entre-temps pendant qu'on traite la deuxième question. La deuxième question, je pense qu'elle est plutôt pour tous les experts, en tout cas sur la personne qui se sent de répondre. Qu'en est-il des secteurs comme l'aéronautique, les SOC SIEM sur les établissements de la santé, augmentation par l'IA de la couverture des SOC SIEM? Est-ce que ça inspire quelqu'un parmi les intervenants? Apparemment non. En tout cas, on peut partir avec la question sous le bras et l'adresser au groupe de travail maintenance, au groupe de travail boussole de l'AI-Act du groupe de travail, enfin du Hub Francia, pour voir si on a une réponse et on reviendra Moi, je vers peux vous. juste tenter une petite réponse, c'est que Émilie, ouais. l'aéronautique et la santé, c'est des secteurs qui sont déjà très réglementés, qui sont déjà très habitués à gérer la sécurité, la safety, parce qu'il y a vraiment des risques pour les personnes. Donc, je dirais que en fait, eux, leur challenge, voilà, ils ont à gérer à la fois leur secteur plus les obligations de l'AI Act. Et l'objectif, c'est que ça aille dans le même sens, en fait, pour que ça leur facilite la tâche. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce niveau, même standards verticaux et standards harmonisés. Donc, je dirais qu'eux, ils ont peut-être une petite avance par rapport à d'autres secteurs qui sont moins régulés, moins avancés dans cette manière de réfléchir par rapport aux risques sur les personnes. Mais pour autant, ils doivent quand même s'adapter aux règles de l'AI Act qui sont parfois différentes de leur secteur. Donc, ils ont à compléter. Après, sur plus que ça, voilà. Merci déjà pour les premiers éléments de réponse en live, Émilie. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clôturer ici. Ça fera 10 minutes avant la fin, ça laissera du temps libre pour tout le monde pour vaquer à d'autres occupations. Petite information avant qu'on clôture. C'était le dernier webinaire du cycle lié au service de la maintenance, en tout cas avant l'été. Peut-être qu'il y en aura d'autres à la rentrée. Je reprécise également que ce webinaire, comme vous l'avez vu, il y avait des experts de la maintenance, on va dire, très appliqués avec Nicolas et Philippe ici présents. On avait aussi des experts de la partie Act et réglementaire avec Émilie et Olivia. Donc, c'est aussi un webinaire qui vous est proposé, encore une fois, par le groupe de travail maintenance en featuring, on va dire, avec le groupe de travail AI-Act de l'association du Hub Francia. Le replay, je vais vous l'envoyer. Il sera à disposition. Et il ne me reste plus qu'à dire un grand merci aux intervenants pour la qualité de leur intervention et à vous souhaiter à toutes et à tous un excellent été. Et voilà, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à rebondir sur l'email que je pourrai vous envoyer dans les prochains jours. Merci tout le monde. Bonne fin de journée, bonne fin de semaine. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.